Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble, le 25e si je ne m'abuse. Nous allons revenir aujourd'hui sur le Classico qui s'est déroulé dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et nous allons faire un petit tour aussi en Super League, voir si Toon, les miracles de Toon continuent et continuera-t-il. On verra ça plus tard, mais avec nous les meilleurs chroniqueurs spécialistes de Ligue 1, on peut dire ça? Allez, on peut essayer de dire ça. On peut clairement dire ça. Ouais, et ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai été engagé chez Dribble. C'est ça, c'est en ça. fait. Pour la Ligue 1. Il m'en manquait des mecs de Ligue 1. Ouais. Ça se voit au pull. Hein. Franchement, On le voit pas très bien, mais il est magnifique. il est splendide. Florian on avait un joli sous son pull, mais bon, il est un Je peu, me suis rhabillé. il est un de peu toute caché façon, là. je vais vous balancer puisque nous avons un Parisien à Marseille. Qui est qui? On se demande. On se demande. À ma droite, à votre gauche, ce sera le Parisien. Parce qu'il y en a un qui sourit, puis l'autre. Oh, il est bien, il est bien. J'essaye de sourire encore. Il est bien, franchement, il a fait bonne figure ce soir. À ma gauche, Florian, le Ouais, Marseillais. J'étais en bonne compagnie, ça va. Ça va. Ça atténue la douleur. Du coup, En plus, on n'a pas trop vanné sur les buts. Ça va. Juste sur celui de Kvaratskhelia, j'ai un peu déconné, mais sinon. On va Ouais, célébrer en silence. Il était C'était, fou, il était fou. Vous avez déjà vu ça au passage ce truc sur les réseaux sociaux où le défi c'était de célébrer les buts de ton équipe, enfin de regarder le match de ton équipe sans dire un bruit. Même Non, quand il j'ai marque, pas vu quand ça. il perd. Je crois que c'était en Allemagne, c'était Mönchengladbach contre je sais pas qui. Vous Ah avez ouais. pas vu ces trucs là? Moi, je célèbre très rarement. Vraiment, C'est vrai? je suis toujours très très calme. T'es sûr? Ah ouais. Ok. Moi je célèbre au stade beaucoup plus que devant ma télé. Sauf quand c'est des matchs de fou. Non, devant la télé, tu restes Stoïque. stoïque et tout. Avec les années, au début, Ah tu sais, ouais, au On a début. vu ça, aujourd'hui. Mais non, mais franchement, j'étais stoïque. Bijan dit quelque chose. Non, c'est vrai qu'il a été stoïque, sauf sur le but de Kvaratskhelia, il a fait un Ouais. petit tour. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu vois, Ouais, c'était magnifique. On va y revenir d'ailleurs à ce match. Pour le plus grand plaisir de Florian d'ailleurs. C'était magnifique. C'est la thérapie de Florian. Le Paris Saint-Germain qui recevait du coup l'Olympique de Marseille avec comme enjeu de reprendre la première place à Lens pour le Paris Saint-Germain. Et pour Marseille, le but était de repasser devant Lyon qui leur avait chippé la 3e place durant cette journée. Et bon, le résultat a été net et sans bavure, 5-0 pour le Paris Saint-Germain. On va y revenir. Est-ce qu'on commence par les compositions? Je vous donne les compositions des équipes. Parce qu'il y a eu une petite surprise. On commence avec l'équipe visiteuse olympique de Marseille qui jouait dans un système classique de Azerbi, 3-4-2-1. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Florian? Ouais. En gros, ouais. Défense à 3 centraux, les 2 pistons et puis Exact. au milieu 2 attaquants. Avec comme surprise au goal, Jeffrey Delange. Ouais, petit bonbon maison là de Zerbi, mais je pense pas que ça y fait la différence. Petit En tout cas, coup de au vu du poker. score, je pense que voilà. Pas tellement le moment de faire des trucs bizarres Poker, comme ça. mais le bluff t'es pas forcément très bien senti. Après, il est pas particulièrement, on en reparlera, mais fautif sur les buts à part sur Quelques-uns, un ou deux. un et demi. À voir. La défense à 3, c'était donc Medina, Ballardi et Pavard. Attends, tu peines quand même à dire Balerdi. Hein. Ouais, Ballardi. Pardon. Et tu vas y arriver. Je vais y arriver. Quel joueur? Quel joueur? Je pense que c'était son frère aujourd'hui. On y reviendra. Au milieu de terrain, c'était donc Højbjerg et Quentin Timber, Timothée Weah à droite, Emerson à gauche, en ailier, Mason Greenwood, et Ethan Nwaneri. Je l'ai même pas vu durant le match, Nwaneri. Ouais, je crois qu'on l'a pas vu. Je crois. Greenwood, pas beaucoup non plus. Pas En beaucoup, vrai, mais un peu plus. Et en attaque, Amin Gouiri. Qui a fait ce qu'il a pu avec les ballons qu'il a eu, c'est-à-dire Pas grand chose. pas beaucoup de ballons. ouais, ça a été costaud parce qu'en face, Luis Enrique a sorti la grosse artillerie, mais quand même, petite surprise ou pas, au goal, il y avait Matej Safonov. Surprise pour toi, Sacha? Pas du tout. Je crois que c'est maintenant c'est un petit peu ce qui va se passer à Paris. Ça veut dire que Chevalier, il a eu du temps pour essayer de faire des choses bien. Et résultat des courses, il te coûte un nombre de buts et des boulettes à répétition, ce qui n'est pas du tout le cas de Safonov.
Et au bout d'un moment, c'est bien aussi de voir que la hiérarchie est vraiment respectée et qu'il y a vraiment, c'est le meilleur qui joue. Et donc Chevalier est évidemment de loin pas le meilleur, ce qui fait que Safonov, c'est un choix qui est logique et tu gagnes aussi beaucoup de sérénité. La défense est beaucoup plus sereine quand elle a un gardien de but, forcément. C'est toujours pour mieux. Toi, c'est acté. Sefonov est le numéro 1 maintenant et c'est parti pour toute la saison, enfin pour le reste de la saison. Disons que c'est mieux d'avoir un gardien de but qu'une passoire. Donc là, c'est vrai que quand tu as un gardien qui est capable d'arrêter un ballon de temps en temps. Il est dur, hein. Il est dur. Il est dur avec Chevalier. Donc il faut que Safonov fasse des gaffes pour que Chevalier reprenne sa place. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais. Ouais, ou qu'il assure pas. Mais c'est vrai qu'au final, Sefonov, sur les dernières sorties, il est impeccable. Hein. Ah, il est meilleur. Il est bon. Il est meilleur et puis voilà quoi. C'est vrai que quand t'as un gars qui tremble pas sur sa ligne et tout, encore une fois, ça aide beaucoup. Et c'est Monsieur Penalty, il arrête beaucoup de penalty. Oui, bon, Chevalier est bon sur les pénaltys aussi, mais bon, je pense que c'est une décision qui est vraiment logique de mettre Safonov parce que il fait des performances qui sont très bonnes et que c'est pas comme si Chevalier avait été impérial. Ouais, là... De loin pas. Après, c'est peut-être pour le piquer un petit peu au vif. C'est peut-être aussi pour essayer de le faire réagir, de le faire. C'est pas forcément qu'il a perdu définitivement sa place de numéro 1. Peut-être que Luis Enrique, il essaye un petit peu d'utiliser des méthodes pour le faire, je sais pas, travailler 2 fois plus. C'est pas la première fois qu'il le fait jouer, enfin qu'il le pique. Là, non, c'est vrai. Ça commence à faire beaucoup, peut-être. Ça commence à faire beaucoup de piques, là. Je sais pas, monsieur qui est spécialiste du Milan AC, il va peut-être nous dire si Mike Maignan, il a prolongé. Mike Maignan ? Ouais. Aucune idée. Okay. Toute honnêteté. Mike Maignan, lui, c'est un autre problème. C'est plutôt le côté des blessures. Ouais. C'est un gardien qui se blesse beaucoup, Mike Maignan. Et donc, au mois de juin, potentiellement, il y a Maignan qui est libre. Peut-être. Hein. Et tu peux envoyer Chevalier à Milan. Ouais. Potentiellement. Comme tu veux récupérer Maignan. Potentiellement, c'est vrai que ça peut être. Enfin, c'est pas le sujet du soir, mais c'est vrai que. Ouais. Ça commence à appuyer un petit peu du cul pour. Bon, il y aura. C'est des anciennes news, hein, mais il y aura certainement Chelsea sur le coup. Sur Mike Maignan. Mais à voir. Mais on n'est pas là. On n'en est pas là. Non. On n'en est pas là. On va revenir à ce qui nous intéresse, c'est au match. Alors, la composition du Paris Saint-Germain, du classique 1-4-3-3, avec Marquinhos et Pacho en défense centrale, Nuno Mendes latéral gauche, et Zahir Emery depuis que Hakimi est blessé à droite. Au milieu, Vitinha, Joao Neves et Mayoulou. Petite surprise, ouais. Surprise du chef. Et on attaque un classique Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Ce qui est pas loin d'être l'équipe type. Je sais que ouais. Florian est un grand fan de Barcola. Mayoulou, il joue pas mal en ce moment. Mayoulou, parce qu'il y a rarement le trio Ruiz, Vitinha, Neves en même temps. Il a pas mal de temps de jeu. Disons que blessé, finale de Champions League. Puis comme Zahir Emery est placé en latéral, donc il récupère cette place au milieu. Mayoulou a cette possibilité de jouer un petit peu plus haut que Ruiz. Ça change un petit peu au niveau de l'organisation, mais c'est vrai que... Ça change pas tant que ça, en vrai, j'ai l'impression. Même les Joao Neves et tout, ils étaient toujours aussi hauts. Ouais, mais tu joues quand même... C'est quand même pas tout à fait pareil au niveau de la disposition sur le terrain. Et puis Mayoulou, ça aussi, c'est un petit peu un cas individuel, mais c'est pas un gars qui est extraordinaire cette saison. Tu sens qu'il doit encore avoir quelques années pour un petit peu se muscler. Parce que là, il pourrait presque jouer à la place de Barcola, non J'ai l'impression, Mayoulou. Non, c'est dur parce qu'il est... Il faut bien que je trouve des petits défauts à cette équipe de Paris. Il faut, hein. Je pense qu'il est là, le petit défaut, en vrai, de cette équipe-là. Et pourtant, aujourd'hui, là, on a vu... je sais pas quel défaut tu lui trouves. À Barcola ? Non, à l'équipe, en général. À Barcola, il y en a des défauts. Ah ouais, moi c'est mon petit. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien au PSG, malgré le fait que je sois pour Marseille, mais je trouve que Barcola, il a des prises de balles assez impressionnantes de temps en temps, mais par contre la dernière touche de balle et la finition, je trouve que c'est assez en dessous du reste de l'équipe, mais même en dessous de certaines équipes de Ligue 1, d'autres équipes que Ligue 1.
Tu peux pas lui donner tort là-dessus. Bon, déjà, Florian, ça fait depuis. 5 buts, pas une passe D, pas un but. Avec Florian, ça fait depuis, je crois, 15 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Donc, tant que Dieu me donnera la vie, je continuerai à essayer de lui donner tort. Ça, c'est le premier point. Il n'y arrivera pas sur ce point-là. Difficile. Non, mais je trouve que Barcola, d'accord. Il y a un problème de finition, problème de confiance et tout ça. Mais le mec, tu l'as dit, il fait les différences. Ouais, il fait des différences sur le côté. Ça, Il fait des différences, mais il met un centre derrière le but, donc ça sert à rien. Mais... il le remplace, il joue 10 minutes, il met une volée, petit filet. Ouais, mais tu vois, il t'apporte quand même du danger, Barcola. Tu sens que quand t'as Barcola sur le côté, c'est quand même embêtant pour la défense, qui va faire des différences et tout. Après, peut-être, c'est un petit peu brouillon dans le dernier geste. Mais, n'empêche que le gars, tu sens qu'il peut te déséquilibrer une défense. Mais c'est le problème, quand c'est fébrile dans le dernier geste, ça, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ça concrétise pas une occasion. Moi, j'aurais été beaucoup moins serein s'il y avait Kvara à sa place dès le début du match. Après, Kvara, Kvara, il fait la diff, mais souvent il rate la dernière passe, souvent il rate la finition, quasiment tout le temps. Aujourd'hui, il a raté tout le temps le dernier geste. Par contre, il a un coup de rein phénoménal. Des crochets, des stabilisations exceptionnelles. Mais sa petite roulette, là, ça passe à chaque fois. Exactement. Mais s'il commence à être efficace, là... Après, le truc, c'est que ça devient Dembélé. Tu vois, si t'as Kvaratskhelia, c'est quand même moins mobile. Tu peux plus jouer dans la profondeur avec un gars comme Barcola. Tu peux plus avoir de la fulgurance et des trucs comme ça. Maintenant, plus dangereux dans le dernier geste. Tu fais Kvaratskhelia. Ouais, il est pas simple celui-là. J'ai mis des semaines avant de réussir à le dire. Kvaratskhelia. On l'appelle Kvara. Est-ce qu'on y va par points? Est-ce que vous avez des points importants, ces 3 points que vous avez mentionnés sur ce match? Par où vous voulez passer? Le naufrage défensif de l'OM, quand même. Ouais. Qui, je pense, a été très, très ambitieux dans la manière dont ils ont placé leur ligne de défense. Mais voilà, le problème, c'est que Balerdi, c'est lent, Pavard, c'est lent. Medina, c'est semi-lent, mais ils se sont fait déchirer sur des pertes de balles un peu naïves au milieu de terrain. Ça pardonne pas quand t'as les 3 flèches devant. Surtout qu'ils se sont fait beaucoup prendre dans le dos. Ouais, premier but, je sais pas, on pourrait les compter, mais en tout cas le premier, les 2 premiers. C'est quasiment systématiquement, tu le disais, une perte de balle au milieu, une passe pas assez appuyée, l'interception de Mendes je crois que c'est sur le 2e but ou le 3e. Et puis voilà. Et puis même dans le pressing, je pense qu'ils étaient trop par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'on n'était pas dans un système de presque 1 contre 1 mis en place par De Zerbi face à une équipe comme Paris? C'est dangereux. Surtout si tu n'as pas l'assise défensive, tes défenseurs assez rapides et assez rugueux pour contrer les flèches de Paris. Et les flèches, c'est pas que l'attaque. Tu l'as dit, c'est Mendes, ça part de tous les côtés. Et il n'y avait pas Hakimi aujourd'hui. Il n'y avait pas Hakimi aujourd'hui. En plus. T'as un deuxième point? Après, je te donnerai les 3. Bien sûr. Deuxième point. Après, moi, Nuno Mendes, j'aime beaucoup. Focus sur un joueur plus que. Mais j'aime beaucoup. Il est exceptionnel. C'est impressionnant aujourd'hui. Il couvre, il est à la passe sur le premier, il est à l'interception sur le 2e ou 3e, je sais plus. Il fait une transversale à la fin. Limite, le gars peut finir avec 3 buts, une passe D en étant latéral. Il est vraiment au-dessus. Puis quand t'as Hakimi de l'autre côté, t'imagines même pas. Et puis comme d'habitude, je trouve la maîtrise de Paris au milieu. Neves, exceptionnel. Vitinha. Alors on peut faire un petit 3e point sur sur l'arbitrage éventuel. Qu'est-ce qui se serait passé à la 10e ou à la 5e, je sais plus, si les arbitres vont voir la VAR sur ce tacle de Vitinha qui est quand même très haut. Après, comme tu dis, il retient un tout petit peu le geste. Il est quand même très haut. Bon, c'est une question. Après, quand tu vois le reste du match, il n'y a quand même pas photo. Donc ça n'aurait pas changé. Ça peut se terminer en rouge, qui sait. Avant qu'on approfondisse tous ces points, je vais te laisser donner les tiens. Sacha. Alors le premier point, c'est très surpris par le résultat et par la manière, parce que les 2 premières confrontations entre le PSG et l'OM, quelle langue de bois.
On avait. Non, c'est vrai, il a raison, il l'a dit en plus. Les deux premières confrontations face à l'OM, moi, j'avais senti vraiment, notamment au Trophée des Champions, que Marseille avait trouvé la méthode pour vraiment embêter le PSG, c'est-à-dire en montant très fort sur les ailiers, très fort sur les latéraux, ce qui fait qu'après Paris n'arrivait pas à développer son jeu. Et là, ce soir, effectivement, c'est naufrage absolu pour l'OM. Le deuxième point, c'est la maîtrise, du PSG avec des individualités où tu as des gars qui reviennent. Tu sens que c'était un match important pour Paris. Tu sens que à la fois il y a une grosse maîtrise et à la fois tu te dis la défense centrale, la défense de l'OM. Là, on prend le but de Dembélé, mais c'est des plots très clairement. Ils sont lourds. Même si derrière tu sais que Dembélé il a un peu de technique quand même, tu vois. Mais Kanguinli c'est pareil, tu vois, Kanguinli dans la surface, alors il enchaîne vite, mais quand même il a beaucoup de liberté. Toutes les frappes de Désiré Doué, toutes les non mais c'est clair frappes de Mendes, il y en a eu beaucoup, ça aurait pu terminer ils ont fini à 16 tirs, je crois, pas cadré, mais 16 tirs en tout cas. 16 tirs qui sont très dangereux, presque tous, T'as 4 poteaux ou 5. Ouais. Ah ouais, donc c'est vrai que le 5-0, c'est un résultat qui est normal, mais qui est surprenant par rapport à l'historique des rencontres cette saison. Et puis forcément, pour moi, alors j'ai pas encore regardé les avis, mais c'est vrai que la faute de Vitinha à la 9e, à ce moment-là, on va commencer par ça. C'est quand même un des tournants. Ça peut être un potentiel tournant du match. Après, il se trouve que voilà, Marseille a tellement subi pendant ce match-là que ça n'a pas changé. Tu n'es même pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Mais à ce moment-là du match, c'est vrai qu'il y a 0-0. À ce moment-là du match, c'est Vitinha, c'est un de tes meilleurs joueurs. Et s'il y a une éventuelle intervention de la barre, je pense que le rouge y passe. Franchement, nous qui suivons un petit peu, et à notre grand regret, à l'heure actuelle, la Super League suisse. J'ai vu... En Super League suisse, ils prenaient rouge, je pense. Ouais, j'en ai vu des... Ils prenaient 5 matchs là avec ça. On va revenir alors sur ce tacle de Vitinha sur Balerdi, il me semble. Ou Emerson. Sur Balerdi, je crois que tu as raison. Je crois. T'as raison. Je sais plus. C'est à la 5e ou 10e minute, effectivement, le pied va, on va dire, lécher les mollets tibia de Balerdi. Alors, c'est vrai que le rouge, il peut se donner, mais je vois quand même Vitinha retenir son geste. Et vraiment, il le touche, mais un tout petit peu, quoi. Je pense pas de quoi le... C'est haut quand même, hein. C'est haut. C'est pour ça que je te dis que c'est vrai que potentiellement, ça peut faire rouge. Je pense que ce qui a joué, c'est que c'était peut-être pas appuyé, jambe tendue, et qu'il n'y a pas de torsion de la jambe du gars en face. Après, je pense qu'il y a des matchs où il leur aurait donné rouge. À mon avis, c'est très possible. Après, c'est vrai que ça a été... En fait, c'est au tout début du match, et le match a été un tel naufrage pour l'OM. Et en fait, il y a eu une telle différence que à la fin, t'as presque oublié que ça s'est passé. Le match aurait été complètement différent, c'est sûr. Ça aurait pu être différent. Si c'était à 11 contre 10. Ouais, c'est même la défense de Marseille, elle aurait eu moins de travail, elle aurait peut-être pu contenir tous les assauts du Paris Saint-Germain. Après, voilà, c'est toujours les mêmes questions. Avec cette VAR, là, c'est une question quand même d'interprétation. Et voilà, il y aura autant d'interprétations qu'il y a d'arbitres. Difficile à dire. Après, j'aurais préféré en faire un scandale s'il y avait eu un score serré, là, à 5-0. Même si évidemment que ça aurait changé le reste du match. Là, c'est plus dur de te plaindre de l'arbitrage après ça. Ouais, et puis franchement, en Ligue 1, cette année, on a vu quand même des trucs un peu bizarres avec la VAR. On pensait à Mélanie Frappard, c'est ça ? Stéphanie Frappard. Peu de respect, monsieur. S'il vous plaît. J'ai du respect pour les arbitres en général, mais voilà. Où il y avait une faute indiscutable, je crois que c'est Rennes-Lyon, c'est ça ? Où ça glisse ? Ça reste pas. Ça glisse, ouais. Donc voilà, ça c'est le genre de décisions qui sont complètement incompréhensibles. Si on prend un exemple de Paris, Chevalier qui prend une semelle à retardement à Monaco. C'est juste ça, je m'en souviens de celle-là. Il n'y a pas de rouge qui est sorti la saison d'avant, encore Paris, désolé, avec Donnarumma. C'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est un petit peu la loterie, cette VAR. Hein.
T'as des trucs où tu te dis, mais c'est obligé que ce soit rouge, et d'autres fois. Est-ce que si c'est comme en Champions League ou peut-être en Super League, si la VAR estime que l'arbitre ne fait pas une erreur manifeste dans son premier jugement, on ne revient pas à sa décision. Mais je pense que c'est ça la vraie question. Les gens, ils se disent tout le temps, ah, mais là, il y a moyen d'aller voir parce qu'il y a un tacle haut. Mais en fait, il faut qu'il y ait une vraie erreur très claire qui a été faite. Et je crois que c'est vraiment ça le problème, en fait. C'est pas, il y a une action un peu floue, faudrait qu'il aille vérifier si c'est. Et dans ce cas-là, on c'est reste. pas comme ça que ça marche. On reste sur la décision d'arbitre Ouais. si on n'est pas sûr qu'il y ait une très grosse erreur d'arbitrage sur le moment. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là. La situation, elle peut. C'est jaune ou c'est rouge, t'as pas de scandale ni d'un côté ni de l'autre. Et là, ils ont dit, écoute, on laisse jouer. Lui, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui sent les choses sur le moment. C'est ça, comme tu disais, en fait, on reste sur l'interprétation de l'arbitre sur le terrain et même l'interprétation des arbitres VAR qui se disent, en fait, j'aurais certainement fait la même chose. Et comme tu dis, je pense que le truc qui fait la différence, c'est qu'il va pas complètement au bout du contact, même si c'est très très haut. Et c'est ça qui le sauve, à mon avis. Ça siffle pas. On est dans l'interprétation. Ouais, tant mieux pour Paris d'un côté. Et puis, tant mieux pour Paris et tant pis pour Marseille, malheureusement. Après, Vitinha, c'est pas un coutumier de. C'est vrai que c'est pas Samuel Gigot, comme on parlait tout à l'heure. C'est un petit peu plus nuancé que. Et je pense que ça l'a quand même joué un petit peu dans les têtes des arbitres. Ils connaissent les joueurs, ils connaissent les réputations. Inconsciemment, il y a des choses qui doivent jouer comme ça. Il y va pas pour faire mal. On passe à un deuxième point, c'est la domination quand même de Paris sur pratiquement l'ensemble des 90 minutes. Je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit moment entre la 20e, ça c'est le seul truc, c'est le seul qui l'a vu. 25e, où je sens Marseille quand même un peu plus haut, quand même tenter des choses sans y arriver vraiment, mais où l'équipe est globalement plus haute et tient le ballon. Mais ça dure pas longtemps. Et après, Paris reprend les choses en main. Mais voilà, sinon, globalement, Paris a complètement dominé les débats de A à Z, a su trouver les solutions, les passes en profondeur extraordinaires. On a vu un nombre de passes extraordinaires. Droite, qui passait tout le milieu. On a presque l'impression que Marseille a joué sans milieu au final. Presque. J'exagère un peu, mais. Son défense, en tout cas, oui. La défense, on l'a vu, elle était lourde. Mais oui, de milieu, je trouve qu'il a presque pas existé, en tout cas défensivement. Et oui, la défense, elle est lourde, cette défense marseillaise. Ouais. Bon, alors clairement, ils se sont fait transpercer au milieu. Déjà, le premier but, déjà, il est. Si tu arrives sur l'action à ce moment-là, tu sais pas qui défend, qui attaque. C'est 2 contre 2, alors que c'est une attaque entre guillemets placée. Il n'y avait pas de filtre au milieu. Et comme tu fais jouer ta défense très haute, mais que les défenseurs sont lents, les centraux, face à une fais le compte, Doué, Mendes, Dembélé, Barcola, ça va à 200 à l'heure. C'est qui je sais plus qui fait la passe à Mendes pour le premier but, qui après fait Zahir Emery, si je dis pas de bêtises. Zahir Emery qui met la passe à Mendes, qui passe entre les deux défenseurs marseillais, l'extérieur du pied, qui sont qui sont déjà dans le camp parisien. Après, il reste 2 défenseurs et Dembélé de l'autre côté. Quand Mendes a la balle, si tu veux, c'est facile. Et ce qu'a essayé De Zerbi, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il avait déjà essayé au Trophée des Champions. Et c'est une stratégie qui, franchement, si ça marche, tu peux vraiment mettre Paris en difficulté. Le problème, c'est que si Paris arrive à ressortir de cette sorte de pressing, derrière, tu peux faire ce que tu veux. Si la bonne première passe est réussie, derrière, voilà. Mais là, c'est vrai, comme dit Florian, tu t'es retrouvé à un moment donné, mais tu étais presque à 2 contre 1. Enfin, 2 contre 1. À la fin de l'action, tu as 2 contre 1. 2 attaquants avec que le gardien. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu es à 2 contre 2 à la fin, non ? Il me semble. Il y a 2 défenseurs marseillais. Au début de l'action, tu es 2 contre 2. Mais bon, après, comme il fait la passe, à la fin, c'est 2 contre 1. Elles sont Pavard. Voilà, quoi. Non, c'est clair. Alors que tu es 3 sur le côté, et puis tu as juste une passe qui te bouffe dans la profondeur, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, Marseille, ils n'ont juste pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait sur les 2 premiers matchs. Ils avaient constamment leur seconde ou leur demi-seconde de retard. Et puis, et juste ça fait la différence à ce niveau-là, quoi. Paris sont beaucoup trop à l'aise techniquement. Si tu leur laisses une demi-seconde de plus, Neves, Vitinha, ils se retournent et puis c'est fini. Tu vois, en une passe, tu peux éliminer tout le milieu.
le milieu c'était 2 joueurs. Ouais. Et derrière, tu te retrouves avec les 3 centraux qui sont pas très lents, qui sont lents justement, les latéraux qui sont peut-être hors de position Beaucoup parce trop qu'ils sont un peu plus hauts. Mm. Et voilà, et ça s'est passé, ça c'est arrivé 2-3 fois, je pense. Il y a eu 1 ou 2 buts sur attaque. Au-delà de ces passes en profondeur qui ont fait très très mal à l'OM durant les 90 minutes, j'ai trouvé aussi que les attaquants parisiens, ils rentraient très facilement dans la surface et ils driblaient très facilement les défenseurs. Là, j'ai Barcola, on en a parlé un peu, je trouve que quand même... Beaucoup de liberté, hein. Ouais. Pardon. Il rentrait facilement dans la surface, il driblait tout le monde. Le deuxième but de Dembélé, il fait 2 crochets, il se retrouve à tirer... Kanguili, devant pareil, le but, Kanguili, il a le temps de se placer, de rentrer dans la surface. Ouais, il y a eu un côté un peu... Allez les gars, porte ouverte, rentrez, c'est Ouais. facile. Il y a eu des solutions qui ont été trouvées dans l'axe, je dirais. Tu vois, où face au Paris, c'est pas c'est Enrique, il a souvent des zones grises. Et les zones grises, c'est vraiment sur les côtés. Donc il essaye beaucoup de trouver des solutions dans l'axe, mais là, il y avait presque... il y avait trop de solutions, quoi. C'est ouais, Il y avait trop de solutions. Ça passait de tous les côtés. Et puis voilà, on a l'impression que vraiment l'OM, ils n'ont jamais trouvé la solution pour réussir à non seulement à contrer ça, mais à trouver une parade pour réussir à tenir le ballon, pour réussir à défendre convenablement, à mettre en difficulté Paris. Et c'est vrai ce que tu disais pendant le match. Hein, tu nous disais que limite un bloc bas aurait mis plus en difficulté Paris. Et d'un autre côté... Du moment qu'il est percé, puis moi, je reste... du moment qu'il est percé, tiens, que cette mentalité de venir à Paris comme ça en se disant on va essayer quelque chose et ne pas aller à l'encontre des principes de jeu qui sont les nôtres. C'est bien quand ça se finit 5-0 pour toi, c'est clair. C'est tout à l'honneur d'Azerbi, mais c'est un coach qui de toute façon ne fait pas de concessions. Ouais, jusqu'au boutisme. Ouais. Ça, je rappelle que Bielsa était venu au parc à peu près avec la même idée d'ailleurs. Cette idée de faire du pressing individuel puis qu'il s'était fait bouffer, mais ouais, tu vas au bout de tes idées, mais ça confirme aussi un truc, c'est que le début de saison de l'OM, enfin début d'année de l'OM est quand même c'est pas la grande fête. Ouais, hein. Cette non-qualification en Champions League, elle peut tourner dans la tête. Dans des grands matchs, du moins. Ouais, après, moi, je trouve que Marseille, cette année, c'est quand même très pile ou face. T'as des matchs où ils sont très solides et ils sont un peu partout. Bon, souvent contre des équipes un tout petit peu moins fortes quand même, faut le dire. Et puis t'as des matchs où t'as l'impression qu'ils sont pas dedans dès le début, tu vois, je trouve que c'était un de ces matchs-là. Comme tu dis, en défense, beaucoup de passivité. Tu laisses rentrer les joueurs dans la surface. Même dans la surface, t'es pas très agressif sur eux. Mais même avec le ballon, je trouve qu'au milieu, c'était des petites papasses à 5 mètres latérales, mais à aucun moment il y a eu... je sais pas, quelque chose de décisif vers l'avant. Greenwood, il a été inexistant. Pareil de l'autre côté, Nwaneri, il a été assez inexistant aussi. Nwaneri, je l'ai pas vu. Alors qu'il est rentré en Champions, il a fait son premier match, c'est pas en Champions, mais en championnat, il avait fait un bon match au Vélodrome. C'est juste. Gouiri, il a fait avec ce qu'il a pu, mais enfin voilà, les hommes qui étaient censés porter l'équipe, on les a pas vus. C'est vrai que tant défensivement, ça a été plutôt un naufrage. Tant offensivement, on ressort une tête de Pacquiao. Ouais, Pacquiao, une tête de Pacquiao. En début de deuxième mi-temps. On en ressort un ou deux arrêts, c'est fun off, mais veut dire. Même offensivement, l'OM n'a pas existé. Enfin, n'a pas réussi. 3-0 à ce moment-là, tu vois. En plus. C'est ça le truc. J'ai pas regardé les chiffres, je sais pas combien il y a eu de tirs cadrés, mais il y en a peut-être eu 2 ou 3. Moi, je peux te donner les chiffres selon Google. Il y en a un. Bah voilà, Selon- ça devait être. Non, selon il y en a Google. pas un, il y en a quand même un. Il doit y en avoir 2 ou 3. Ça doit C'est être Google, ça. hein, c'est approximatif. C'est 21 tirs parisiens, dont 7 cadrés. Même sachant que le poteau et les lattes ne comptent pas comme un tir Ouais, cadré. c'est ça qui est. Ouais. Non, c'était un jour sans. Alors, en plus du fait ouais. que tu joues contre une équipe qui a un niveau moyen bien supérieur, hein, c'est parce que c'est aussi ça. Paris peuvent gagner ces matchs parce qu'ils ont un niveau moyen qui est beaucoup plus élevé que le reste. Mais en plus de ça, je pense que Marseille, ils y étaient pas. Enfin, je sais pas s'ils avaient peur, mais j'ai jamais trouvé à un moment donné qu'ils se sont libérés et qu'ils ont proposé un challenge à Paris. J'ai pas eu cette Et puis impression. Paris, c'est le genre de match, ils les prennent quand même vraiment au sérieux. Ouais. C'est pour ça que Marseille, il y a un taux de victoire qui est assez bas face au PSG. C'est que Paris, contrairement à d'autres équipes, que ce soit quand tu accueilles Rennes, Strasbourg, etc., c'est les matchs où ils peuvent lever le pied. Tandis que Marseille,
ils ont quand même conscience que, ils ont carrément conscience que c'est un match important et que c'est vraiment un match où ils montent leur niveau de jeu. Et ça, c'est. Je suis presque désolé pour l'OM en fait ce soir. Et en plus, ils avaient perdu le match aller, c'est pour ça. En plus, qu'il y avait un petit esprit. Ouais, aussi, ouais. Il y a le trophée des champions qu'ils ont gagné, mais ça Ça joué se à joue pas à grand-chose. Ouais. Et donc, bon, bah là. C'est pour ça que Sacha avait raison. Hein, sur les 2 premières confrontations cette saison, Marseille a proposé du challenge à Paris. Mais aujourd'hui, est-ce que c'était Paris qui était trop fort, finalement? Plus que Marseille. Après, ils prennent un but très rapidement. Aussi. Même 2 très rapidement. Ça doit être 25e le deuxième. Il dit pas le 40e. 37e. Le deuxième. 12 et 37. Et ils prennent un but très tôt. Je me souviens plus exactement du match aller, mais peut-être qu'il y avait eu une grosse occasion parisienne qu'ils n'avaient pas mise. Voilà, ce genre de le choses. Le match aller était un match particulièrement mauvais de la part de Paris, hein, ça dit en passant. Ouais, qui n'était pas comme par hasard. Il y a beaucoup d'absents aussi. Ouais, il y a beaucoup d'absents, mais ils n'ont pas été bons, franchement. Et puis Chevalier et Zabarny sur le terrain. Je sais que je reviens souvent. On joue à 13 alors. C'est ça. 13 et le Bouches du Rhône. C'est ça. Si. Mais ouais, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tu regardes le résultat et même, bien sûr, qui correspond à ce qui s'est passé sur le terrain, mais ça peut être, ça peut vraiment plus. Franchement, je crois que c'est la plus grosse victoire lors d'un Classico, ce 5-0. Ouais, quasiment. On avait déjà dû le faire, non? Égalé, en tout jamais cas. plus. Égalé. Je pense qu'il n'y a jamais eu plus que 5-0. Non, c'est un record. Il y avait eu un 4-0, mais un 5-0. Il y a eu 5-1 à Marseille une fois aussi, sous la belle période de Patrice Evra, notamment. C'était une période qui est certainement. Le kickboxer. Qui doit rappeler des beaux souvenirs à Florian. Mais un 5-0 avec 5. J'ai mémoire sélective. 5-0, ouais. Des fois, c'est mieux. Je comprends. Des fois, c'est mieux. Mais ouais, c'est un record. Et là, tu te dis, ça pouvait encore être plus. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question quand même du match de l'OM, de ce qu'ils essayent de faire, de ce qu'ils ont essayé de faire, de comment c'est possible. Ouais. Comment c'est possible déjà en Ligue des Champions, t'en prends 3 contre une équipe belge, là t'en prends Bruges. Ouais, voilà. Là t'en prends 5 contre Paris. Bon baiser de Bruges. Déjà, ouais, Marseille, c'est pas beaucoup. C'est pas l'équipe qui fait des clean sheets cette année, ça c'est sûr. Et donc en plus, quand ça se goupille mal, ça peut partir loin dans les buts encaissés. C'est une faillite mentale au final? Non, moi je pense que c'est quand même, il y a quand même une question de niveau. Ouais. Voilà, moi quand je vois Balerdi sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure. En général, c'est soit rouge, soit autogol. Bon, là, il n'y a eu aucun des deux ce soir, mais ça a été quand même. C'est dur, Balerdi. Il y a eu 2-3 interventions un peu moyennes que tu peux questionner. Pavard, c'est aussi très lent. Alors, c'est l'expérience, mais à part l'expérience, honnêtement, voilà. Aujourd'hui, tu avais besoin de quelqu'un de rapide. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est une question de niveau. Alors. Après, il se trouve que parfois, tu prends pas un but dès la 10e et que du coup, le suspense dure un peu plus longtemps dans le match. Il y a aussi ces faits de jeu qui font que, puis voilà, après 3 ou 4-0, ils t'ont lâché. De toute façon, tu vois le dernier quart d'heure, il n'y a plus vraiment de match. Ça joue en marchant, c'est fini, quoi. Après le 3e but, c'est plié l'autogol. Ouais, exactement. Objectivement, ça t'est plié bien avant. Quand tu vois la physionomie du match. Ouais, mais à 2-0, tu sais. À 2-0, tu sais jamais. Tu sais jamais, mais. Tu dis peut-être que Marseille, sur un coup tu sors, un penalty, peut revenir. Mais t'as trop de lacunes là aujourd'hui. Là, ouais. Je pense que bien sûr, tu peux y arriver, tu vois. Tu sais jamais, sur un con, tu mets un 2-1, il se passe un truc incroyable. Là, le 3-0, il clôt l'histoire. Et après, c'est pour le spectacle. Après, ceux qui étaient, j'ai les amis qui étaient au parc ce soir qui m'avaient même proposé d'y aller, mais bon, moi je lui dis non, moi je suis mieux chez Dribble. Ah, ça fait plaisir. Parce que on embrasse tes copains de Paris. Bien sûr, je vais être assez satisfait ce soir. Ouais. J'aimerais ouvrir des cas individuels vite fait. Premier, c'est le gardien de Marseille. Delange. Est-ce que c'était une bonne stratégie de mettre un nouveau gardien de la part de Azerbi? Pour moi, il est peut-être fautif sur le. T'as aussi du mal avec De Azerbi comme nom. Hein. Zerbi, ouais. Les noms de Marseille, j'ai un peu de mal. Ouais.
C'est sélectif aussi, c'est quand même. Peut-être. Delange. Je sais pas comment je l'appelais avant. Jeffrey Delange. Jeffrey. Jeffrey Delange. Avant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée avant un classico? Franchement, pourquoi tu... Pour moi, je vais terminer. Après, je te laisse. Il y a 2 buts pour moi qui... Le deuxième but de Dembélé, je trouve qu'il ne ferme pas assez son angle. Et puis la frappe de Kang In Lee, la main, elle est pas. Celui de Kang In Lee, il est pour lui, ça c'est franchement. sûr. Dembélé, Peut-être il la met bien quand même, juste au-dessus de l'épaule. Dembélé, on peut en parler. Proche. Ouais. Bon, mais ça va vite quand même. En général, un gardien qui encaisse un but sur son côté comme ça, souvent on dit c'est plutôt pour le gardien ça. Non, mais là ça va vite. Puis honnêtement, déjà, je ne sais pas pourquoi il a mis lui à la place de Rouli. Parce que. Ok, c'est Rouli. Ça la vraie question. Rouli n'était pas tellement en forme ces derniers temps, mais bon. C'est quand même un gardien qui a des. C'est pas catastrophique non plus, quoi. Ouais, c'était pas Chevalier, tu vois. Ouais, bah ouais, exactement. Voilà. Et c'est quand même un gardien qui a des références, et tu sais que pour moi, c'est un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Oui. Je sais pas pourquoi tu fais ça à ce moment-là tu te mets dans la merde tout seul, en fait. J'ai pas compris non plus. Surtout qu'il Rouli était sur le banc, donc c'est pas qu'il avait une gêne physique ou une éventuelle suspension, mais non. Enfin, c'était vraiment un choix. Et puis en plus, c'est vraiment pas le match où tu mets un gars qui a pas de rythme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Là, tu vas te faire mitrailler, c'est sûr. Alors, t'es pas obligé de partir avec 5-0, mais c'est sûr que tu vas concéder des occasions. Rouli s'est fait mitrailler au Real. Ouais, il s'en est très bien sorti, et pas qu'au Real, dans pas mal d'autres matchs, même contre des équipes moins bien classées. Je l'ai pas compris, et au final, ça n'a pas été un bon choix. Ouais. D'accord, c'est là où je voulais en venir. Ouais, en tout cas pour moi, voilà, non. En tout cas, il n'a pas fait la différence. Ouais. S'il n'a pas fait d'énormes erreurs, même si quand même sur Kang In Lee, il a la main pas très ferme. Pareil, ça va vite, mais c'est aussi côté fermé, il n'a pas la main ferme. Il a en tout cas pas fait la différence. Encore quelque chose sur le gardien? C'est vraiment un cadeau empoisonné qu'ils lui ont fait. Ouais. En plus, il y a le match qui fait aussi que voilà, d'un côté, il y a tout qui rentre, il y a tout qui passait défensivement. Le mec, mais tu l'as vraiment mis dans la merde. Hein. Ouais. Pour dire les choses ouais, bien sûr. T'as les choses la concrètement. passoire aujourd'hui, le type il se retrouve avec les 3 flèches devant lui qui déboulent de tous les côtés, là, c'est compliqué. Et tout le monde frappe de tous les côtés, même Mendes il frappe, Doué ça frappe, c'est Kang In Lee, tout le monde. Il peut s'en prendre deux, 3 de plus ce soir, quoi. Est-ce que vous voulez mettre aussi en avant, vous avez parlé de Nuno Mendes, quand même sacré match. Ouais, bon, il n'y a pas plus grand chose à dire sur Mendes, qui peut encore avoir des approximations au niveau défensif par moment. Encore faut-il le mettre sous pression. C'est pas inutile de dire que ça n'a pas tellement été le cas ce soir. Aujourd'hui, il a plutôt défendu comme un. Il n'a pas besoin de défendre. Donc non, même sur des peu de fois où Marseille est allé sur son côté. J'ai quelques souvenirs où il la récupère sur le but. Parce que c'est pas lui sur le but qu'il la récupère, qu'il la donne à Zahir Emery le temps qu'il fasse sa course. Alors, sur le premier, il déborde. Peut-être que c'est lui qui la récupère, mais sur le 3e but, je pense, pas le deuxième, mais le 3e, c'est lui qui intercepte une passe au milieu de terrain de Marseille et qui lance l'action. C'est vraiment pour lui trouver un défaut, tu vois. On a mis homme du match, ils ont mis homme du match Dembélé, mais est-ce qu'on n'est pas loin de dire que. Voilà. Mendes, c'est quasiment l'homme du match. Si Nuno avait marqué sa frappe. Après, t'as Vitinha et Neves au milieu aussi. Neves, Vitinha, c'est concurrence tous. Mais Mendes, ça fait quand même 1 an que c'est phénoménal. Alors peut-être que défensivement, il a des lacunes, mais encore, il est rapide et physiquement, tu le passes pas. C'est le latéral moderne, honnêtement. Offensivement, il est magnifique. Le Portugal, ils vont être bien cet été à la Coupe du Monde. Les 2 autres au milieu qu'ils ont là. Ça fait peur quand même. Ça va pour une autre émission le Portugal, mais ça va. Une grosse équipe. Sacha, est-ce que tu veux revenir sur quelque chose d'autre dans ce match-là avant qu'on passe à la Super League? Sur un joueur en particulier? Joueur, action, but. La frappe de Kvara? La frappe de Kvara, c'est vraiment en dehors du fait du but et tout ça. Je suis toujours impressionné quand tu réussis ce genre de geste. Ceux qui n'ont jamais joué au foot ou qui ont très peu un très mauvais niveau ou pas du tout, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est un geste que tu peux merder facilement. Et là, il y
il y a une maîtrise qui est vraiment. Un équilibre dans la frappe. Ça va, c'était quand même un caviar de Dembélé. Quoi. J'aime beaucoup ces buts. J'aime beaucoup quand tu mets un but et que tu te dis, mais c'était le geste à faire. Ouais. C'est vraiment le geste à faire et c'est vraiment la confiance aussi. Tu sais, le mec, il reprend direct, il contrôle pas et tout. On la voit tous quand la balle elle descend. C'est presque une passe à la Roberto Carlos en 2001. Après, c'est ce qu'il veut faire, Dembélé. Hein. C'est ce qu'il veut faire. Roberto Carlos, je sais pas si c'est ce qu'il veut faire, mais. Je pense qu'elle n'est pas aussi tendue qu'il aurait aimé, mais la reprise, elle est phénoménale. Quand tu arrives à mettre des reprises comme ça, en plus à croiser, enfin, moi, c'est toujours c'est les gestes qui m'impressionnent. Qui m'impressionne le plus. C'est vrai que ça paraît facile, mais c'est vraiment extrêmement difficile de la mettre comme il l'a mise. Ouais. Surtout sur une balle qui n'a pas de force, qui arrive sans force, comme ça. Ouais, puis en général, franchement, moi, c'est des gestes, mais je crois que toi comme moi, on en a mis des balles, des reprises qui finalement, tu... Ouais, mais tu sais, soit elle va au-dessus, soit un truc, c'est que frappe écrasée et tout. C'est que quand tu le mets, tu sais que tu vas la mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Quand elle arrive, tu la sens partir. Tu la sens et tu dis c'est bon, celle-là je la mets. Parce que t'as un équilibre parfait, t'as la touche parfaite, t'as bien calculé à quel moment elle va arriver quand tu vas attaquer le ballon. Et là tu sais qu'elle est dedans avant qu'elle rentre dedans. Alors que ta frappe, la vrillée par-dessus le grillage là, Kvara, je pense qu'il sait quand elle descend qu'il la fout dedans. Pire encore, t'as la frappe où tu prends vraiment de l'extérieur et en fait le ballon avance même pas. Le ballon part derrière. Il prend un effet, il part en touche. C'est ça. Alors, c'est vrai que tu te dis bon. Toi, Florian, t'as un dernier truc sur lequel tu veux revenir, un joueur, une action. Non, pas un joueur, mais si la question se posait encore, je pense que là, le championnat se joue à 2. Ça va être un duo Lens-Paris, ça va être dur pour Lens. Mais je crois que là, s'il y avait encore un mini suspense que Marseille pouvait être dans la course, ce soir c'est fini. Ouais. Ça va être un duo. Je veux juste. Paris à 51 points, Lens 49, deuxième, Lyon 42 et Marseille 39. C'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup pour Marseille. On va se poser la question petit à petit sur De Zerbi. Ouais. Parce qu'il y avait déjà une discussion cette semaine à Marseille pour savoir ce qu'il voulait faire. Il n'était pas complètement serein. Là, tu te prends 5 buts à Paris. Clairement, t'es décroché en championnat. Est-ce qu'il faut vraiment tout changer maintenant à Marseille ? À un moment, quand même, tu ne les laisses pas finir la saison. Tu peux te poser la question. Maintenant, ils ont un seul objectif. Enfin, seul. Non, il y en a 2. C'est finir dans les 3 premiers, je pense. Puis Coupe de France. Et la Coupe de France. Oui, 4e qualificatif pour la Champions League. Ouais, mais il y a un barrage. Alors, il vaut mieux finir dans les 3 premiers. Et il reste cette Coupe de France qui est finalement jouable pour Marseille. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec De Zerbi, ils sont capables d'aller la chercher ? Je sais pas. C'est pas des suppositions. C'est vraiment ce qui est en train de se passer à Marseille. C'est qu'il y a vraiment une remise en question là-dessus. Et que franchement... je pense que quand ils vont revenir à Marseille ce soir en avion, mais ils vont pas être très très bien accueillis. Et je pense que voilà, il va y avoir une vraie réflexion en tout cas déjà sur la saison prochaine, mais sur le court terme, à voir ce qu'ils vont faire avec De Zerbi, parce que mine de rien, c'est une grosse défaite qui fait suite à une grosse désillusion en Ligue des Champions. Ça commence à te faire beaucoup, hein. Mine de rien, heureusement que tu as la Coupe de France, mais imaginons que ça se passe mal en... Coupe de France, il reste Strasbourg contre Reims, il reste Lorient contre Nice, Marseille jouera Toulouse, c'est juste, hein. Ouais, et Marseille, Lyon recevra Lens. Oula, celui-là... Ah ouais. En gros, t'as Lyon, Lens, Strasbourg qui peuvent être embêtants, et éventuellement... Nice. Enfin, bref. C'est au sérieux un peu. Ouais, c'est au sérieux. J'ai envie de te dire que même la Coupe de France, alors c'est toujours bien d'avoir un trophée, mais je suis pas vraiment sûr que ça sauverait la saison complètement. Si Marseille finit dans les 3 premiers, plus gagne la Coupe. Ouais, non, c'est pas mal, mais je pense qu'il y aura... Oui. Marseille, ils sont mais pas les 3 premiers, c'est pas encore gagné. Hein, non, ça c'est clair. Mais Lyon, il est jouable. Série.
Oui, 3 premiers. Après, voilà. Je trouve Même- qu'avec l'équipe, Marseille, ils doivent être 2e cette année. C'est vrai. Tu peux pas. Après, voilà, c'est une qualification directe en Champions. On prend. T'as raison, qu'on soit 2e ou 3e, ça change pas vraiment grand-chose. Si tu rajoutes la coupe, c'est pas trop mal. Mais, Ça fait combien de temps que Marseille n'a pas gagné un titre? 2011. 2010, 2011. Coupe de la Ligue. Exactement. Une petite Coupe de Bordeaux. France. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bordeaux. Je me demande si c'est pas Brandao qui marque. Ça, c'était la belle C'est époque. possible. Je me rappelle, Ouais, j'avais vu avec. Ça, c'était du football, monsieur. Ouais. J'ai franchement, pas ça nous manque, pitié. hein. Joao Naves, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, bah, franchement, voyons, Quand t'as Brandao, Quand t'as Brandao, Caboret, à un moment donné. je veux dire, ça vaut. Ouais. Voilà. Notez que Caboret à lui tout seul est plus technique que l'ensemble du milieu de terrain de Servette, mais bon, ça c'est encore encore un autre débat qu'on aura l'occasion d'avoir. perdu. Qu'on aura Servette, l'occasion d'avoir demain. Hein. Ouais, et Servette, on va en reparler aussi. Ouais. Ouais, voilà. Mais ouais. Parce que non, ça- mais ceci dit, ouais, De Zerbi, effectivement, je crois que tu as raison. Le cas se pose et il sera peut-être dehors demain. Mais après, je suis pas sûr que ce soit particulièrement une bonne décision Je pense pas. de le faire sortir maintenant. L'OM, c'est en dents de scie cette année. C'est un truc qu'il faut accepter. Après, c'est quand même pas si mauvais que ça. Hein. T'es 3e, enfin là, t'es 4e maintenant. Oui. Ils se sont Je sais relevés. pas. Et pour prendre qui un intérimaire jusqu'à la fin? Est-ce que tu as vraiment un bon entraîneur sous la main que tu pourrais reprendre à la place? Si tu veux vraiment qu'il soit dehors, autant peut-être prendre quelques semaines, quelques mois pour voir ce qui est disponible et puis finir comme ça. Marseille s'est relevé contre Rennes, 3-0 propre. Prochain match, ils recevront Strasbourg. Je pense que. Mais je pense qu'il est en danger. Je pense Ouais. que Sacha a raison. À mon avis, ça chauffe pour lui. C'est clair. C'est perdu à Nantes début d'année aussi. À la maison contre À la maison contre Nantes. contre c'est- À la maison contre Puis en Nantes. faisant- C'est la Écoutez, catastrophe. moi je pense que là, Marseille recevra Strasbourg. Autant Ira. d'habitude, je rigole beaucoup des malheurs de l'OM, et Florian le sait, mais c'est vrai que là, c'est inquiétant. Hein, vraiment. Et là, moi je pense qu'ils vont attendre jusqu'au 1er mars. Parce que là, Marseille va recevoir Strasbourg, va aller à Brest et recevra Lyon le 1er mars. Ouais. Et je pense qu'après ces 3 matchs-là, la question ressurgira suivant les résultats ou pas. S'il y a 3 victoires. Bon. Par contre, si tout se passe mal Ouais, sur là, la fin de saison, Là, effectivement. ça va ça va être compliqué. Ouais, Mais mais il y a- est-ce que c'est toujours tu peux pas savoir est-ce que ça aurait été mieux de le virer, mais tu prends qui si tu le vires Ouais. aujourd'hui, tu vois, c'est ça aussi tu prends un adjoint. Il y a Thomas Sebeli qui est sur le marché. Ouais, c'est ça. Peut-être Gourvenec bientôt. Peut-être. Peut-être dès demain, ils vont faire. Le switch. Moi, des Zerbi, je prends. Hein. Euh, Des Zerbi. On verra. Mais je pense moi, que même ouais, personne à la place de Gourvenec, je prends, mais bon, ça, c'est un autre débat, tu vas me dire. Très bien. On va passer maintenant à la Super League. On va commencer par le Parce que leader. ça va bien de parler de football. Hein. Ouais, Bon, allez. voilà. Maintenant, parlons de choses sérieuses, monsieur. Moi, je voulais parler de Toon. Enfin, je pense qu'on voulait tous parler de Toon. Chaque semaine, on se pose la même question. Est-ce que Toon va le faire? Est-ce que Toon peut le faire? Force est de constater que chaque semaine, on se rapproche toujours du oui, alors que moi, je t'avoue que je suis plutôt du côté du non. Mais bon, cette semaine, vu les résultats qu'il y a eu en Super League, ça donne raison à ceux qui pensent que... Encore une gâterie à Bijan, si jamais je refais. Force est de constater que voilà, ça commence à prendre une bonne forme, ce FC Toon. Moi, je voulais parler du jeu. Aujourd'hui, Toon s'est imposé contre Servette 3-1. Dans le jeu, c'est pas incroyable, mais c'est efficace. Ça veut dire que c'est un bloc vraiment Non, ça qui presse fort, avance ensemble, qui recule ensemble, qui est difficile à bouger et qui, quand il faut aller marquer, quand il faut aller piquer, il marque sur des demi-occasions, sur des coups francs, des frappes qui viennent de nulle part. J'ai pas la stat là, mais pour moi, ce serait intéressant de voir. Je suis pas un grand fan des stats, mais les XG de Toon cette saison et le nombre de buts qu'ils ont marqués. Ouais, franchement, ça presse. Franchement, Toon, ça presse fort. Hein. Ouais. Bon, après, t'as des équipes, c'est plus Et puis facile. ça combine en plus. Ça combine. Non, mais ça- c'est vrai. Non, mais Oui, sérieusement, c'est vraiment une équipe. Je veux dire, au-delà que Pour moi, cette c'était- semaine, la victime expiatoire a été Servette, mais la semaine précédente, c'était Bâle. À Bâle. Enfin. Ah non, mais c'est tout sauf un hasard que Toon soit là à ce moment de la saison.
Quand tu vois ce qu'ils font sur le terrain, quand tu vois ce que font d'autres équipes sur le terrain, tu te dis, mais franchement, cette équipe, elle vole rien du tout en étant leader. Et puis voilà, ils peuvent donner des. En plus, ils pourraient donner des leçons de gestion à certains clubs, notamment des clubs qui sont pas très loin d'ici. Et donc, voilà, c'est la preuve aussi que. Demain, Sacha, demain. Voilà, mais voilà, c'est la preuve que tu peux faire quelque chose de cohérent en Suisse sans forcément prendre que des joueurs français, en ayant un entraîneur qui soit un entraîneur de qualité, qui soit pas un has-been qui vient de Ligue 1, qui a pu entraîner en Ligue 1 depuis des années, que tu peux faire des trucs avec des moyens limités et sans pour autant prendre des joueurs qui sont des joueurs qui sont des joueurs de D4. Voilà. Ouais. Donc c'est une équipe qui a un projet, qui a des joueurs, qui a des dirigeants. Et qui est intelligent dans le recrutement. Ah. Quand tu vas chercher Emery, quand tu vas chercher, ils sont allés prendre Nils Reichmuth, qui est un jeune de Zurich, par exemple. Puis l'attaquant qui était à Getse. Il y a Ibaï, là, l'attaquant qui est bon. Il y a Brian Labo. Rice. Il y a Rostader. Alors lui, voilà. Que. Donc il y a des clubs qui vont chercher Morandi, d'autres clubs qui vont prendre des joueurs de foot. C'est ça la différence. Après, quand tu vois les matchs moi, j'ai pas eu beaucoup de matchs, mais j'ai vu le match de cet après-midi. C'est un match de foot, mais tout juste quand même. Hein. Enfin, c'est pas impressionnant. Tu t'imagines le niveau de la Super League. C'est ça qu'il faut. Dominé quand même par une équipe. Je suis désolé de le dire, c'est un bloc très bien. Ils sont bas et très bien. Ils piquent et tout, mais enfin, il n'y a pas de jeu. Moi, j'ai regardé la relance, c'était très simple. T'as un central qui avait la balle, il mettait une longue balle sur Labo ou sur Rastoder, qui sont des gars solides devant. Bon, bah, nous, on a Rouillé et puis un autre qui n'arrive pas à s'imposer. Du coup, on avait Crivelli à Servette. On avait Crivelli au devant, ouais. Mais en défense centrale et qui n'arrive pas à contrer. Et puis c'était ça. Oui, dans ce sens-là, pardon. C'est un peu caricatural de réduire tout à ça, quoi. Franchement, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de jeux. Hein. Concrètement, c'est vrai, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais il faut des trucs, des fois, franchement, je te jure que ces trucs-là, tu les vois pas dans. Il y a quelques combinaisons. On a vu quelques combinaisons aujourd'hui au début du match. Il y a une intelligence, il y a beaucoup de choses que d'autres clubs n'ont pas aujourd'hui. Aucun club a, en fait. Aucun club de Super League. Sur les derniers résultats, on l'a dit, c'est Bâle, mais avant Bâle, ça a été IB qui a pris une rouste, ça a été Grasshopper, ça a été. Zurich, encore avant, enfin, tout le monde y passe. Alors que c'est effectivement pas si impressionnant que ça. Donc. Et je pense que c'est là où c'est là où tu te trompes, c'est que tu peux pas avoir des résultats comme ça. Tu peux pas avoir autant de bons résultats comme ça avec juste de la chatte. Oui. C'est pas possible. À un moment donné, il y a quelque chose, il y a une organisation, il y a un truc. Il y a une structure. Il y a une structure, mais il y a une structure. Et avec des gars qui étaient à moitié bidons, les mecs, ils ont réussi à en faire une équipe qui aujourd'hui va jouer le titre. Et franchement, ne serait-ce que pour la leçon de gestion sur le terrain et en coulisses, parce qu'eux, ils doivent envoyer des mails, j'imagine que ça doit faire partie du truc. Demain, on a dit. Franchement, j'espère. Demain. J'espère qu'ils vont aller chercher le titre. Ouais, mais on verra s'ils gagnent. S'ils finissent deuxième, tu vois... Servette aura fini deuxième aussi une année, Saint-Gall aussi, Lugano aussi. Et finalement, ils n'auront pas fait mieux. Moi, je pense que tu peux, sur une saison, faire des très bons résultats avec un peu de chance sur certains matchs. Ouais. Et honnêtement, pour moi, c'est inconcevable de dire que Toon maîtrise tous ces matchs de A à Z. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs, j'ai vu celui d'aujourd'hui. Non, je suis désolé, il ne maîtrise pas de A à Z le match. Je pense qu'il surfe sur une espèce de vague assez incroyable de réussite et de confiance qui se construisent au fur et à mesure des matchs et où effectivement les gars se sentent intouchables et du coup ça se répercute sur le jeu. Après, il faut voir. Quand on arrivera sur les 10 derniers matchs où là, ils verront en face qui joue le titre, on verra si ça continue. On va arriver. Je leur souhaite. Moi, ça me fait quand même un peu mal de voir une équipe ça qui gagne le championnat, mais s'ils le gagnent, ça sera mérité. Oui. Moi, c'est ça. Quand même que ça reste limité dans le jeu. Le mot-clé que tu as dit pour moi, c'est confiance, en fait. Dans tous ces matchs, le mec qui met la reprise de volée là, contre Bâle, qui donne le 2-1, là, sans la confiance, il ne la met jamais. Quand à Servette, le match d'avant, ils mettent un coup franc dans la lucarne à 91+1. C'est des petits trucs qui font que ça fait tourner ta saison quand même. T'as 2 points de plus. Ça tourne souvent en leur faveur. Ça tourne souvent en leur faveur. Alors, qu'il la provoque, certainement. Bien sûr. Ça, c'est vrai qu'il la provoque, mais je pense que tu peux avoir de la chance, plus de chance que de malchance dans une saison. Et que ça peut tourner dans ta faveur.
Moi, je trouve que c'est réducteur de réduire tout à ça parce qu'il y a vraiment un projet de jeu, il y a du pressing, un travail de Lustrinelli Mais et c'est tout quoi ça. le projet de jeu quand ils ont la balle? Quand La construction ils s'en du jeu. foutent d'avoir la balle. C'est des ballons. Hein. On est clair qu'on est sur du jeu direct. Ça, c'est. Mais je pense que c'était. Justement que c'était. Ils font. Je pense que Lustrinelli, il a analysé ses joueurs. Il s'est dit, avec ces joueurs-là, on peut jouer comme ça. Et c'est que comme ça qu'on va gagner. Et je pense que même eux, ils ne pensaient pas gagner autant avec ce système-là. Par contre, ils ont une défense, c'est un gros bloc. Ils sont durs à bouger. Là où ils sont vraiment forts, c'est défensivement, ils sont difficiles à bouger. Et ils ont ce petit brin de chance, de confiance, d'action qui font qu'offensivement, ils arrivent à planter plus que toi et à gagner, quoi. Enfin, c'est mon ressenti. Ouais, et puis ils en mettent beaucoup en plus. Et ils en mettent beaucoup. Après, moi j'ai l'impression que des blocs solides, il y a un peu que ça en Super League. C'est Mais je ils vois sont pas où aussi ils se solides que différencient. sur Toon. Ouais. Toon, En tout c'est cas, vrai que pour l'instant, c'est ce qu'ils ont prouvé. Toon, c'est 27 buts encaissés. Il n'y a que Bâle qui fait pareil. Et Lugano, 28. Et c'est 51 buts marqués. Et c'est donc c'est quand même plus d'un but d'encaissé par match, en moyenne. C'est plus d'un but encaissé par match. Ouais. Et c'est les équipes qui pressent le plus. C'est inutile de dire que celle qui presse le moins, aujourd'hui, elle est 10e. Quoi. Demain, Sacha. Il parle de Servette. Servette, on en dit deux mots. Sinon, je vous revois au très bon podcast servetien.ch. Mais on peut en dire deux mots quand même. Servette, c'est à chaque fois à peu près la même chose. Tu as l'impression qu'il y a un bon résultat. Et après, ça enchaîne sur des moins bons. Et ça, en fait, il n'y a pas de cohérence dans cette équipe-là. T'as un peu l'impression qu'elle est là où elle est. T'as un peu l'impression que les matchs, on subit le rythme adverse. Et du coup, on essaye un peu de se mettre au niveau du rythme adverse. Alors, donc, quand on est mené, on joue plutôt bien. Mais bon, on est déjà mené d'un ou deux buts. Enfin, quand je dis on. Le Servette et le match de Saint-Gall, par exemple. Et c'est vrai que je trouve que cette équipe, elle a du mal à imposer son jeu. J'ai l'impression qu'elle subit un peu plus les événements qu'il y a peut-être 1, 2, 3 ans. Ouais, d'accord avec toi. D'accord avec ça, Sacha? Ouais, même forcément. si demain... bien sûr, demain, on va Mais en deux mots. En deux mots, je crois que c'est la patte du coach qui a vraiment fait le... On a vu aujourd'hui, encore une fois, le Pep Gourvenec qui est encore bien, mais il s'est encore pris une nouvelle branlée tactique, comme à peu près tous les week-ends, sauf de très rares malentendus comme à Saint-Gall. Donc voilà, le club va bien, c'est parfait. Moi, je suis très content vraiment de cette saison. Ils sont en train de dégoûter tout le monde, tous les supporters avec leurs tarifs pourris. Mais c'est c'est vraiment très très bien. Encore d'autres sujets. Demain. Vraiment, il faut qu'ils continuent sur cette belle série parce que là, c'est parfait. Dans cette Super League, Toon avance et grappille des points sur les adversaires. Aujourd'hui, 11 points d'avance quand même. En fait, c'est ça aussi. En plus de eux en qui est des résultats, tous les autres se bouffent entre eux. Et j'en ai pour preuve cette journée de Super League où en fait, Winterthur et Lugano sont séparés sur le score de 1 partout. Sur Lucerne, 0-0. Grasshopper Young Boys, 1 partout. Bon, Toon, la seule à avoir gagné. Lausanne, Saint-Gall, 1 partout. Bâle, c'est le deuxième match sur lequel je voulais revenir. Bâle s'impose 2-1 à Zurich, mais à la dernière minute. Enfin, contre Zurich. À Bâle, ouais. Ouais, à Bâle. Et alors qu'ils étaient menés tout le match et qui finalement marquent sur un penalty un peu généreux, mais à faute. Et puis 90 plus 6. 2-1. Et Bâle, pour le coup, c'est à la Grinta. On parlait de la Grinta en off. Là, pour le coup, Bâle, en termes de jeu, ils n'ont rien proposé. Tu me diras, Zurich aussi. Mais à la Grinta, ils sont allés s'imposer 2-1 et c'est les seuls en fait qui ils restent gagnent. En contact plus ou moins. Ils restent en contact, mais ils sont loin. Mais Toon, t'as l'impression qu'ils font leur championnat, puis après ils regardent un peu les autres de haut se battre, se prendre des points entre eux. C'est vrai que c'est ça qui peut aussi les aider à. Même si je crois qu'ils ont une très bonne moyenne de points par match, qui est très solide. Mais en plus de ça, derrière, ça avance pas. Ouais. Donc là, ouais. En termes de bilan, Toon, c'est sur 23 matchs, c'est 17 victoires, 5 défaites et 1 nul. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas de match nul. C'est victoire ou défaite. Ouais. Là où derrière, Lugano, 41 points, donc Toon 52. Lugano 41, qui est déjà à 11 points avec 12 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Lugano qui, pour moi, j'en fais un favori. Mais bon, aussi. Saint-Gall aussi, non? Je crois qu'il y a un match en retard. Saint-Gall a un match en retard qui a 39 points et qui pourrait du coup passer à 42 et revenir à 10 points.
10 points d'avance. Et Bâle qui donc fait la bonne affaire du jour en passant 4e avec 39 points et qui s'éloigne de Sion qui les met à 5 points. Sion qui a 34. En gros, là, on commence à voir un petit peu les lignes où tu as ces 4 équipes, Thun, Lugano, Saint-Gall, Bâle, qui vont certainement se battre pour le titre. Et puis le reste, il reste 2 places dans les 6 premiers qui vont se batailler entre Sion, Young Boys, Lausanne, Servette, Zurich, Lucerne, quoi. Sur les 10 prochains matchs. Sur les 10 prochains matchs. Et ouais, exact. Parce qu'on a joué la 23e journée, donc il en reste 10. Jusqu'à 33, le moment où on splittera le championnat. Et je crois malheureusement que comme d'hab, Getse et Winterthur vont se battre pour la relégation. Il y aura peut-être un invité surprise dans le lot, on ne sait pas. Peut-être. Demain. Sacha, demain. non, mais toujours est-il que c'est pas glorieux pour cette Super League. C'est pas glorieux pour cette Super League. Et puis on voit qu'il y a vraiment Bâle et IB, même si il y a un petit coup de mieux. C'est un peu niveau gestion, c'est n'importe quoi depuis 6 ans, parce que ça fait 6 ans, tu changes, je crois, 6 fois d'entraîneur pour un seul titre de champion. Quand tu connais les moyens qui sont investis par Bâle, c'est beaucoup trop peu. J'ai pas l'impression que Lichtsteiner ce soit vraiment la bonne idée. Ouais, vraiment pas. C'était 3 matchs, 3 défaites avant le match on en a parlé au podcast la semaine dernière. Bâle, en plus de ça, la sortie de route en Europa League. Enfin, c'est là où tu vois peut-être aussi le niveau de la Super League quand même en Europe. Là, c'est catastrophique cette année. T'as ni IB ni Bâle qui passe et c'est pas la Champions League. IB, c'est scandaleux. C'est l'Europe. L'Europa League, pardon. Ouais. IB, c'est scandaleux comme ils sortent de l'Europa League. T'as Lausanne qui IB, ils encaissent un but à la dernière minute. Sans ce but, ils sont qualifiés. Ouais. Enfin, même Bâle, ils perdent chez eux contre Pilsen. D'accord, Pilsen, ils ont peut-être l'habitude de jouer l'Europe. Mais enfin, c'est quand même pas des. C'est pas des fous. On les connaît bien, nous. On les connaît. Quand même. Et c'était pas fou qui avons pas la vie. Voilà, donc, mais enfin, c'est un naufrage cette année en Europe. Alors t'as Lausanne qui sauve un tout petit peu les meubles, qui pourrait limite faire une petite épopée parce qu'ils ont un tirage qui est plutôt pas mal. Mais exact. Lausanne, ils sont assez vernis par le tirage depuis le début de. On peut pas dire qu'ils tombent. À part le match contre Beşiktaş. À part Beşiktaş, je veux dire, dans la compétition, ça va. Et ils ont battu la Fiorentina pour le prestige. Ouais. Bravo à eux. Au moins un club roman qui est un petit peu digne, ça fait quand même, plaisir. Ouais. Non, mais paradoxalement, c'est le fait que la Super League aille très mal. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nationale suisse. À mon avis, c'est beaucoup mieux d'avoir des jeunes joueurs qui puissent s'épanouir dans des vrais clubs avec des vraies infrastructures et tout ça. Et ça c'est pas un hasard si l'équipe nationale va très bien depuis que la Super League va très mal. Ouais, et l'inverse était vrai aussi. C'est que quand la Super League allait très bien, l'équipe suisse c'était un petit peu moyen. Donc c'est un choix à faire, mais ça pourrait être un débat aussi. C'est un débat très intéressant. Parce que j'ai un dossier. Pas voir les deux. J'ai un dossier gros comme ça sur la Super League et sur. Pourtant, on l'aborde souvent ici, le niveau de la Super League. Ouais, mais faut. Moi, je dis pour ce championnat, si on en revient encore 2 minutes avant de se quitter, je vais vous poser la question est-ce que pour vous, Bâle et IB peuvent se réveiller, voir Lugano et aller prendre ce titre à Thun? Ouais, je pense que Thun peut ralentir. Ouais. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse enquiller des points aussi. Ouais. Parce qu'il y en a quand même 10 à rattraper minimum. Voire, je pense que c'est 12 pour Bâle. Ouais, c'est 12 pour Bâle. C'est plus même. 39, 40. 10 ou 12. Plus 12, ouais. 13. Bah, je pense qu'en s'approchant de la ligne d'arrivée, tu vois, il peut y avoir quand même quelque chose où tu te tends un peu, ou inconsciemment, tu te dis, attends, on y est presque, là, on a fait tout ça. Enfin, à mon avis, on verra. Je pense que c'est trop tôt quand même pour... Si c'était Bâle avec 12 points d'avance, je te dirais c'est plié. Une équipe comme Thun, tu sais pas, une petite blessure par-ci, une petite blessure par-là, juste un match qui tourne mal et puis ta saison, elle peut quand même changer. On l'a vu, à Servette, ils étaient aussi premiers. Alors, pas avec autant de points d'avance, mais ils ont été premiers en février, peut-être voire en mars. Ça a duré les championnats. Une journée. Exact. Mais il faut arriver ça au va vraiment bout. pas durer longtemps. Non, mais faut arriver Servette, au bout. Il y avait la pression. Je sais pas, Servette, il y a une pression pour cette première place. Il n'y a pas à Thun, apparemment. Ouais, il n'y a pas à Thun, mais Thun, ils n'ont pas des joueurs qui sont habitués à jouer ça et je pense que ça peut quand même jouer en fin de saison. Après, ils ont un match là, c'est sûr. La vraie question, c'est que
Parce qu'avec cette formule, c'est que quand tu vas arriver à ces 33 journées, si Thun a 6 points d'avance, c'est pas forcément gagné parce qu'il faut jouer que contre des adversaires directs. Exact, justement. Donc ça va se durcir. là, ça va. Par contre, un contrario, imagine comme la saison dernière, Servette deuxième, Bâle premier. Il y a 9 points d'écart, je crois, entre les deux. Bah, si Servette gagnait, il revenait à 6, c'était intéressant. Si, comme Bâle a gagné, bah, c'était plié. Là, ça peut être pareil au final. Ça peut être pareil. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que pour ceux qui poursuivent, ça va être aussi 5 matchs contre des équipes fortes. Donc, ce sera aussi dur de revenir. Mais je suis curieux de voir quand même ce que ça va donner dans la dernière ligne droite. Bah, les IB pour toi, ou même Lugano, ça peut se réveiller, voire Saint-Gall. Hein. Enfin, pas trop de Saint-Gall. Mais... Ça peut se réveiller, mais est-ce que ça peut. Est-ce qu'ils vont enlever le titre à Thun ou pour toi, Thun, il va tout droit. Ils ont 11 points d'avance. Droit au but. 11 points d'avance, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut vite se perdre. Néanmoins, quand tu vois comment on va dire ça, la maîtrise pour moi de Thun, puis c'est pas tellement une question de maîtrise, mais c'est vraiment ils sont sereins les mecs. Ouais. Leur aisance, ils sont à l'aise. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Puis les équipes directes, ça leur a jamais posé bien des problèmes. Je pense que moi franchement, je te dis franchement, je suis pas forcément très objectif. Mais moi j'ai envie de voir cette équipe de Thun être championne. Excellent. On s'arrête là-dessus. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On verra. Moi, je suis un supporter de Thun maintenant. De Loboland maintenant. Hey, compagnie. Non, ça se dit pas. Hey, super, merci beaucoup Sacha de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup Florian. Avec plaisir. Bon courage pour cette semaine. Hein. Elle est la même pour vous. Merci. Optoon, le nouveau supporter de Thun. Il est là. C'est le feuilleton qu'on va suivre ça jusqu'à la fin de saison. Ça va être on va regarder tous les matchs de Thun maintenant. Voilà. Moi je suis chaud. Spécialiste de Thun. Et sinon, très prochainement, le podcast Servetien Pensage pour revenir sur ce Servette FC Thun avec Sacha. Ouais. Il y a des choses à dire. Ne manquez surtout pas ça. Et merci beaucoup et vive le football. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.